Chers étudiants, chers élèves maîtres, une fois de plus, nous voici pour vous aider à mieux cerner, à mieux saisir ce que nous avons déjà dispensé en présentiel. Donc, la notion de voie de recours. Les voies de recours en matière pénale. Donc, et en vertu du principe que la défaite du droit est généralement provisoire, donc toute personne défaillante peut toujours recourir à une instance supérieure pour obtenir un nouvel examen de sa cause. On ne peut pas fermer la porte et à une personne défaillante et l'empêcher d'exercer ses droits. Donc, l'œuvre humaine est susceptible d'erreurs et personne ne peut prévaloir d'avoir le monopole de la vérité. Donc, la personne défaillante peut toujours recourir à une instance supérieure pour pouvoir obtenir un nouvel examen de sa situation. Qu'est-ce que la loi prévoit? Qu'est-ce que la législation haïtienne prévoit? Qu'est-ce que généralement l'on prévoit en matière pénale pour obtenir un nouvel examen de sa cause quand on a été défaillant et par devant une instance qui a rendu contre soi une décision de justice? Et bien la loi prévoit qu'il y a d'abord comme voie de recours l'opposition si on n'a pas été présent, si le jugement a été rendu par défaut. La loi prévoit également l'appel, c'est-à-dire un rejugement de sa cause. La loi prévoit le pouvoir en cassation pour des cas bien déterminés, nous verrons ça tout à l'heure. Et la loi prévoit également la révision quand la loi le permet, et donc on peut toujours obtenir, et même si la décision a été rendue en cassation, on peut toujours obtenir un nouvel examen de sa situation. Ce n'est pas une voie de recours, mais quand même, c'est une nouvelle possibilité, voyez, de pouvoir faire d'autres demandes et pouvoir obtenir quand même un nouvel examen de sa situation. La loi dit comment on peut le faire. Alors commençons par l'opposition. L'opposition, c'est la voie de recours exercée par celui qui est défaillant, mais qui n'a pas été présent au procès. Et nous sommes d'abord au tribunal de Saint-Police. Le tribunal de Saint-Police rend sa décision. Cette décision, ne l'oubliez pas, elle s'appelle sentence. Donc, si le prévenu n'était pas présent, donc le jugement et la décision est rendue par défaut, et cette décision peut être attaquée. Et le défaillant a 3 jours pour pouvoir, outre les délais de distance, tout le monde le sait, et pour pouvoir, à partir de la signification aussi, donc à partir de la signification, donc le prévenu a 3 jours pour pouvoir faire opposition à la décision qui a été rendue contre lui. Mais les décisions qui ont été rendues et par devant le défaillant ou bien en présence de son avocat, nous sommes toujours au tribunal de Saint-Police, et peuvent être ou bien sujets à un appel ou bien sujet à un pouvoir en cassation. Donc, cette décision est rendue en présence du prévenu, et cette décision prononce également la prison. Cette décision prononce la prison, et peut-être la décision prononce également des dommages qui vont au-delà de 50 gourdes. Eh bien, la décision est rendue en premier ressort, c'est-à-dire à charge d'appel. Cette décision peut être attaquée par devant le tribunal de première instance qui va jouer le rôle de tribunal pénal, de tribunal d'appel, pardon, de tribunal d'appel des sentences des tribunaux de Saint-Police. Ok, mais quand le juge a jugé en dernier ressort, c'est-à-dire il n'y a pas eu
de condamnation à la prison. Il n'y a pas eu de condamnation à la prison et la valeur pour laquelle la condamnation a été prononcée et ne va pas au-delà de 50 gourdes, eh bien, cette décision ne peut être attaquée que par devant la Cour de cassation et la Cour de cassation, le délai pour pouvoir interjeter, pour pouvoir exercer l'appel est de 10 jours. Pour pouvoir interjeter l'appel est de 10 jours. Et le délai de pouvoir est de 3 jours. Outre les délais de distance. N'oubliez pas 40 km par jour. Et donc, nous retenons qu'il y a 2 cas. Il y a 2 cas. Donc, si la sentence est rendue en dernier ressort et si la sentence est rendue en premier ressort ou bien à charge d'appel. Donc, on ne peut pas avoir les deux, ou bien on a l'un, ou bien on a l'autre. Ça, c'est la voie de recours exercée contre les sentences rendues par les tribunaux de cette police. Nous sommes au tribunal de paix qui, n'oubliez pas, est une juridiction d'exception. Maintenant, nous sommes au tribunal de première instance. Donc, et là, nous allons parler de l'appel pénal. C'est la loi de 1979 sur l'appel pénal qui dit comment on exerce l'appel. Qui peut exercer l'appel, dans quel délai, et quelles sont les décisions qui sont susceptibles d'appel. Les décisions qui sont susceptibles d'appel d'abord, ce sont les décisions rendues par le tribunal correctionnel, premièrement, mais également les ordonnances rendues par le juge d'instruction, les ordonnances de clôture rendues par le juge d'instruction. Et la loi sur l'appel pénal nous permet de déceler, premièrement, que les parties, j'ai bien dit, n'oubliez pas, il y en a 3. Il y a la partie principale, représentée par le ministère public. Il y a la défense, représentée par son conseil, ou bien la défense, c'est-à-dire, si nous sommes au tribunal correctionnel, il s'agira de prévenus, n'est-ce pas? Si nous ne sommes pas devant le juge d'instruction, il s'agira d'un inculpé. Ok? Ils peuvent exercer également recours, donc ils peuvent interjeter appel. Ok? La partie civile aussi. Donc la partie civile peut interjeter appel. Mais la loi dit comment il faut le faire. Et le ministère public peut exercer recours, donc peut interjeter appel à partir de la communication du dossier, de la décision. Donc, le ministère public n'a pas à attendre la signification de la décision. Tandis que les deux autres parties, la partie civile et le prévenu ou l'inculpé, doivent avoir nécessairement une décision dûment signifiée pour interjeter appel. Dans quel délai? Le délai d'appel est de 10 jours. Donc, on peut toujours recourir, si vous voulez, à d'autres moyens pour le faire, c'est-à-dire, on peut interjeter appel par déclaration faite au greffe, mais n'oubliez pas, cette déclaration doit être signifiée à partie. On ne fait pas la déclaration pour soi. Il faut que toutes les parties soient informées de la décision qui a été prise d'interjeter appel. On peut le faire aussi par assignation. Là, il s'agit de rédiger un acte d'appel et à partir de cet acte, on dit clairement à toutes les parties que l'on a intention de recourir à un deuxième examen de son espèce, de sa cause, et suivant ce que la loi permet en cette matière.
Il faut retenir que la décision peut être, nous sommes en matière correctionnelle, la décision peut être rendue contradictoirement, comme la décision peut être rendue par défaut. Oui, parce que en matière correctionnelle, en matière correctionnelle, le prévenu n'est pas obligé d'être présent, il peut se faire représenter, donc la décision peut être rendue en l'absence du prévenu, et dans ce cas, donc il n'y aura pas d'appel. Il y aura plutôt opposition. Okay? Mais il peut y avoir opposition également si, pour une raison ou pour une autre, volontairement ou involontairement, la partie n'a pas pu profiter du délai de l'opposition, pour pouvoir exercer recours contre la décision qui a été rendue en son absence, eh bien, et la partie peut toujours, donc la partie défaillante peut toujours exercer recours contre la décision, et on peut parler d'appel même s'il s'agissait d'une décision rendue en l'absence du prévenu. Mais les deux ne peuvent pas être intentés en même temps. On ne peut pas, dans ce cas particulier, on ne peut pas et en même temps exercer opposition et exercer appel. Non, les deux. Il faut que le délai d'opposition soit expiré avant de pouvoir profiter de la situation pour interjeter appel. Mais si la partie était présente, si la décision a été rendue en présence du prévenu et que le prévenu veut interjeter appel, eh bien, il pourra se conformer aux prescrits de la loi sur l'appel pénal, la loi de 1979, qui est toujours en vigueur. La décision qui sera intervenue au niveau de la cour d'appel s'appelle arrêt. Donc, s'il s'agit d'une ordonnance, on va appeler arrêt ordonnance, n'est-ce pas? Et il faut faire la différence, et je l'ai expliqué. Et l'appel a un caractère, ne l'oubliez pas, un double caractère, un caractère dévolutif, un caractère d'abord suspensif, parce que on ne peut pas on ne peut pas exécuter une décision qui est objet d'appel. Non, on ne peut pas. C'est une violation de la loi, une violation flagrante de la loi. Et l'appel est également dévolutif. L'appel est également dévolutif, en ce sens, toute la contestation est transposée dans les mains du second juge. Et que le second juge a les mêmes pouvoirs que le premier juge. Donc il ne s'agira pas seulement pour le juge d'appel ou bien pour les juges d'appel d'infirmer la décision ou de confirmer la décision, mais il s'agira non seulement d'infirmer ou de confirmer, il s'agira également de juger, c'est-à-dire de prononcer, de dire le mot du droit. Le mot du droit. En vertu du principe du double degré de juridiction, donc, et la personne défaillante doit avoir l'opportunité d'avoir un rejugement. C'est-à-dire l'affaire non seulement est entendue, et l'instance décide du sort de l'œuvre, et s'il s'agira d'infirmer ou bien de confirmer, mais l'instance aussi doit se prononcer pour dire le mot du droit. Mais l'appel est également évolutif, parce que le juge d'appel, sans pouvoir aggraver la situation du prévenu ou de l'inculpé, peut aller au-delà des mandats du premier juge. Il peut même ordonner des mesures d'instruction que le premier juge n'avait pas ordonnées. Et donc on dit à ce niveau que l'appel a également un caractère évolutif. Permettez-moi maintenant de mettre un petit peu l'accent sur les ordonnances. Les ordonnances rendues par le juge d'instruction sont également objet de recours par devant la cour d'appel.
N'oubliez pas, il y a 5 cours d'appel. Hein? La cour d'appel de Port-au-Prince, la cour d'appel des Gonaïves, la cour d'appel du Cap-Haïtien, la cour d'appel de Hinche et la cour d'appel des Cayes. Donc, ce sont 5 juridictions d'appel. Donc, les décisions rendues, par exemple, par le cabinet d'instruction de Fort Liberté, peuvent être objet de recours par devant la cour d'appel du Cap-Haïtien. Les décisions rendues par le cabinet d'instruction et de Jacmel peuvent être objet de recours par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Les décisions rendues par le cabinet d'instruction de Saint-Marc, le cabinet d'instruction de Port-de-Paix peuvent être objet de recours par devant la cour d'appel des Gonaïves. Et je ne citerai que ces cas. Donc, les ordonnances rendues par les juges d'instruction et les ordonnances de non-lieu, comme les ordonnances de clôture, sont susceptibles d'appel. Le ministère public peut exercer son appel. Il peut interjeter appel de la décision, mais à la seule condition de ne pas attendre forcément la signification de la décision. Et le ministère public peut, une fois recevoir en communication la décision rendue par le juge d'instruction, il peut interjeter appel, soit par déclaration, oui, et même par assignation, pourquoi pas. Et j'ajoute également que les autres parties peuvent le faire, mais à partir de la signification de l'ordonnance. Le délai d'appel, une fois de plus, est de 10 jours, et à partir de la signification pour la partie civile et pour l'inculpé. Et n'oubliez pas, quand on est par devant la cour d'appel, et qu'il s'agit d'une ordonnance qui a été objet de recours, c'est comme si on était au cabinet d'instruction. Et les juges d'appel peuvent également octroyer main levée des coûts. Et n'oubliez pas, l'ordonnance de main levée des coûts n'est sujet d'aucun recours. Donc, le juge d'appel et des ordonnances du juge d'instruction a les mêmes pouvoirs que le juge d'instruction quand l'affaire plutôt était en première instance. Mais de quoi s'agit-il des jugements criminels? Les jugements criminels ne sont pas susceptibles d'appel. Les jugements criminels sont susceptibles de pourvoi. Mais ce qu'il faut retenir surtout, avant de parler de la forme, c'est que les juges de la Cour de cassation vont examiner la cause et vont dire si la loi a été respectée, si la loi a été appliquée, et vont se prononcer sur la forme et non sur le fond. La Cour peut annuler, casser une décision, mais la Cour devra renvoyer s'il s'agit d'annulation et de cassation, les parties par devant une juridiction du même degré. C'est la Cour qui va décider de quel type de juridiction il s'agira. Donc la décision sera rendue, j'ai bien dit, par la Cour de cassation, mais ne va pas se prononcer sur le fond. Voilà pourquoi j'aime répéter avec vous que la Cour de cassation n'est pas un degré de juridiction, de jugement. La Cour de cassation n'est pas un degré de juridiction, de jugement. Donc, la Cour ne se prononce pas sur la forme et sur le fond du dossier en question. Et bon, dès qu'il s'agit d'un
d'une décision rendue en matière criminelle, la loi accorde un délai de 3 jours francs à partir du prononcé du jugement pour faire déclaration de pouvoir. Et le délai du pouvoir et le pouvoir du condamné sont suspensifs. En cette matière, il y a des formalités à remplir. Nous n'allons pas avoir assez de temps pour rentrer dans toutes les formalités. Mais un pouvoir en cassation fait beaucoup d'exigences et l'avocat doit être pointilleux sur la question. Il doit nécessairement appliquer la loi pour faire valoir ses droits par devant la Cour de cassation qui va examiner le dossier, qui va dire s'il y a eu violation de la loi, s'il y a eu excès de pouvoir. Est-ce que les prétentions du demandeur sont fondées, soit pour annuler ou bien pour casser la décision qui a été rendue par devant le tribunal criminel. Ok, par devant le tribunal criminel. Donc, la Cour ne pourra pas renvoyer les parties par devant une cour d'appel. Non. La Cour renverra les parties par devant un tribunal du même degré. Donc, si la décision a été rendue en première instance, la Cour renverra les parties par devant un tribunal du même degré. Une décision rendue par le tribunal criminel de Port-au-Prince, ok, et en cas d'annulation et de cassation, eh bien, la Cour de cassation peut saisir le tribunal de première instance de Port-au-Prince, mais ce ne sera ni le même juge, en fait, ni la même composition. Donc la loi dit quelles sont les formalités qu'il faut remplir en cette matière. Mais la Cour de cassation peut décider également de renvoyer les parties par devant une autre juridiction, bon, le tribunal de première instance de Saint-Marc, ou bien le tribunal de première instance des Gonaïves, ou bien suivant les convictions des juges, des honorables juges de la Cour de cassation. Donc, il faut être très pointilleux quant au fait d'exercer un pouvoir. La loi doit être scrupuleusement observée. Ok? Maintenant, quand est-ce qu'il peut y avoir révision? Bon, donc on va parler de révision quand une décision a déjà acquis l'autorité de la chose jugée et que peut-être par exemple il y a des éléments postérieurs à la décision qui nécessitent effectivement une révision de l'espèce. Notons par exemple une décision qui a été déjà rendue par la Cour de cassation et même qui a été déjà signifiée, mais on a découvert qu'il y a des éléments du dossier qui n'ont pas été malheureusement évoqués parce que personne n'était au courant de ces éléments du dossier. Ces éléments du dossier peuvent aider à la manifestation de la vérité. Donc, on peut exercer une révision. Et en exerçant cette révision, ce recours, et pour demander la révision de son cas, de son espèce, ne l'oubliez pas, donc la Cour devra se prononcer en section réunie. Et il faut qu'il y ait au moins 7 juges pour pouvoir se prononcer sur la situation. Il peut y avoir d'autres cas. Par exemple, si je prends le cas par exemple de 2 personnes
qui ont été, par exemple, accusés pour un crime et les informations parallèles ne permettent pas vraiment la manifestation de la vérité et peut-être les tribunaux qui se sont prononcés sur la situation n'ont pas pu déceler les contradictions qui existent entre les deux personnes condamnées. Donc il s'agira pour la Cour de cassation de pouvoir se prononcer sur la question, mais là encore en section réunie. Le temps nous manque pour pouvoir faire ressortir tous les détails. Mais n'oubliez pas, donc, la défaite du droit est généralement provisoire. Nous n'avons pas parlé des cas particuliers, mais il n'y aura pas de jugement par défaut en matière criminelle. On parlera de jugement par contumace, qui est une procédure spéciale. J'attendrai vos questions sur le forum et en temps et lieu. Donc nous avons un groupe et j'attendrai vos questions. Je serai disponible. Je sais que je n'ai pas tout dit ici. Je n'ai pas tout dit parce que en fait l'essentiel a été dit en présentiel. Ce n'est qu'une sorte de révision pour pouvoir vous permettre de mieux saisir quelques petits détails et vous préparer à subir un examen également. Donc les cas d'espèce nécessitent quand même de comprendre certaines susceptibilités, mais tout ne peut pas être dit. Je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Merci.